Je suis Anne Pioz, psychothérapeute et je vous accompagne à retrouver une relation sereine et intuitive avec votre alimentation. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui vous accompagne à reprendre le pouvoir dans votre relation avec la nourriture, à sortir des injonctions de la culture des régimes et à ne plus vous sentir seul avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La pleine conscience du pouvoir. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une invitée puisque je reçois Alexandra Portail, créatrice du site Hygiène de vie, naturopathe, professeure de yoga, spécialisée dans la santé féminine. Alexandra est également la créatrice du podcast Éclosion dans lequel j'ai eu la joie d'intervenir il y a peu. Nous allons ensemble échanger sur le parcours d'Alexandra pour comprendre ce qui l'a amenée à se spécialisée en santé de la femme. Nous allons parler de cycle, ou plutôt d'absence de cycle, et plus précisément de l'aménorrhée secondaire en lien avec les troubles des conduites alimentaires. Bonjour et bienvenue Alexandra. Bonjour Anne. Vraiment ravie que nous fassions ce match retour. Enfin, je sais pas trop si c'est correct comme de le dire comme ça, mais voilà, de te recevoir à mon tour. Ok. Est-ce que la présentation te va ou est-ce que tu souhaites compléter ? Non, c'est parfait. J'ai l'impression que tu me connais depuis des années. Ned. Ça fait quelques mois que nous avons échangé ensemble. C'est vrai. Et puis nous avons eu cette conversation diffusée sur Éclosion déjà, qui nous a permis de nous rencontrer un petit peu plus. Mais voilà, vraiment, je trouvais vraiment intéressant et tu m'avais contacté dans ce sens, d'ailleurs, de venir parler du travail que tu fais en santé de la femme. Et ce qui m'a aussi touchée, c'est la façon dont ta propre histoire personnelle t'a conduite à faire ces propositions-là. Donc, est-ce que tu es OK pour nous partager un morceau de ton parcours ou ce qui te semble intéressant à nous partager là ? Écoute, je vais te partager peut-être aussi le pourquoi j'ai voulu rentrer en contact avec toi. Oui. Moi, je suis une jeune femme de bientôt 33 ans, mais au moment où sera publié le podcast, j'aurai eu mes 33 ans. Bon anniversaire alors. Merci. En fait, du coup, aujourd'hui, je suis effectivement naturopathe de reconversion professionnelle puisque j'ai au départ, on va dire, une formation beaucoup plus cartésienne d'ingénieur. J'ai été une bonne élève à l'école, donc du coup, forcément, on pousse vers les études et la sécurité financière probable due à des diplômes, disons, bien que je souhaitais au départ être une danseuse professionnelle, donc plutôt dans le domaine artistique. Je suis devenue naturopathe et effectivement, je me suis spécialisée au fur et à mesure sur la santé de la femme, tout particulièrement parce que c'est en lien avec mon parcours personnel. Au départ, j'étais une naturopathe assez généraliste et au fur et à mesure de mes rencontres de mes clientes, j'ai comme eu un effet aimant qui s'est réalisé. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que j'attirais à moi naturellement des femmes d'une histoire assez commune à la mienne, avec un effet miroir qui était assez important. Je prenais conscience également à la suite de ces accompagnements que j'avais pris énormément de plaisir à écouter et pouvoir être une écoute très active, très empathique et pouvoir peut-être donner des conseils qui me parlaient beaucoup pour ces jeunes femmes. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui fait que ça se passe comme ça ? Et en fait, je me suis dit, oui, c'est tout simple, c'est mon histoire. J'ai l'impression, bien que toutes les histoires, attention, sont quand même uniques, toujours différentes, mais il y avait des points communs assez flagrants. Et cette histoire personnelle que j'ai longtemps cachée à mon entourage et à moi-même aussi, je me suis beaucoup et longtemps voilé la face. Je me suis dit, peut-être qu'il était temps que ça serve. En fait, et que j'arrêtais d'avoir un tabou sur cette histoire et que je puisse vraiment l'assumer et que ça allait pouvoir aider d'autres personnes.
Donc c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai modifié, j'ai fait évoluer ma manière d'accompagner. Je me suis aussi davantage formée sur la santé de la femme pour pouvoir avoir aussi d'autres bases que celles de mon histoire personnelle ou de mes connaissances en naturopathie. J'ai suivi des formations avec des sages-femmes, des gynécologues pour aussi bien comprendre toute la partie vraiment médicale et anatomique. Et mon histoire personnelle, en fait, ça a commencé quand j'étais toute jeune fille. Donc j'ai un contexte de parents divorcés, de familles recomposées. Et il s'avère qu'il y a un moment donné dans mon enfance où il y a eu un basculement. Alors, j'ai beaucoup de mal quand je raconte mon histoire à y mettre des âges, des dates bien précises. Je sais pas si c'est quelque chose que toi tu rencontres également avec tes clients, tes patients, mais c'est compliqué parfois de mettre des dates bien précises. Il peut y avoir comme des sortes de flou un petit peu autour de certaines périodes d'aller vraiment précisément placer les événements. Oui, j'essaie de me repérer par rapport à d'autres événements dans ma vie pour me dire j'avais à peu près cet âge-là, mais c'est très compliqué de me dire quel âge j'avais. Et peut-être que c'est le cerveau qui essaie de se voiler, continuer à se voiler la face, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai envie de dire environ 10 ans, j'ai commencé vraiment à voir mon corps changer, tout simplement parce que j'ai commencé à développer des compensations alimentaires par rapport à mon ressenti de ce moment-là. Une compensation alimentaire, alors je sais pas si je pourrais me diagnostiquer hyperphagique ou boulimique non vomitive, mais en tout cas il s'avère que je mangeais énormément et que je mangeais en cachette après l'école. J'allais ouvrir des paquets de gâteaux, des boîtes de chocolat à Noël, c'était la boîte qui passait devant la télé, puis après effectivement sensation de mal-être physique aussi, forcément. Je me levais la nuit pour aller manger des choses dans le placard quand j'étais chez mon papa. Enfin voilà, c'était plein de choses comme ça. Je me rendais pas forcément compte sur le moment. C'est maintenant avec mon esprit d'adulte et cette prise de recul que j'arrive à analyser un petit peu la situation. Mais donc j'ai forcément eu derrière une prise de poids qui a été conséquente à cette prise alimentaire importante. Dû à cette prise de poids, nécessairement, j'ai eu des moqueries qui sont développées dans mon entourage. J'étais la grosse vache, j'étais la bouboule, alors que j'ai toujours été une petite fille très mince, qui prenait difficilement du poids d'ailleurs. Donc il y a vraiment eu un avant-après. J'avais vraiment une physiologie, un morphotype assez fin, sans vouloir faire aucune restriction alimentaire. Donc là, il y a vraiment eu un avant-après. Donc j'ai traîné ça pendant quelques temps, jusqu'au moment où trop c'était trop, je me sentais trop à l'écart, à la marge de la société, donc des élèves, des enfants autour de moi, et même des reproches d'adultes que j'entendais très très bien. Des petits messages aussi subliminaux de type, pas forcément sur moi, mais les personnes qui disent en se regardant le ventre, oh là là j'ai trop mangé, oh là là j'ai un bourrelet, alors que quand on se regarde nous on se dit mais en fait j'ai 15 fois plus que cette personne-là, et elle se trouve déjà grosse, et les messages de mais les gros c'est comme ça, la grossophobie. Donc en fait c'est plein de vocabulaire qui s'ancre à un âge assez jeune. Et et en plus en lien, j'étais 10 ans à peu près, les années d'après en lien avec la puberté aussi, qui déjà complique le rapport au corps et qui voit une évolution du corps dans plus de formes. Tout ça cumulé en fait. Et puis les années collège qui peuvent ne pas être simples, voire après le lycée, enfin tu vas nous dire, mais... Voilà, c'était vraiment... ça faisait beaucoup, là, pour la petite adolescente que tu étais. Ouais, les années collège, ça a été les pires années de ma vie, ça c'est certain, pour mon contexte familial et aussi du coup personnel avec ces changements et ces comportements compensatoires, parce qu'au final, le problème n'était pas l'alimentation, c'est que la partie visible de l'iceberg. Et c'est ça qui te faisait tenir aussi dans cette période compliquée. C'était mon nounours, mon petit doudou. Et j'ai envie de dire que en fait, le plus compliqué, c'est de se voir changer, mais en fait, quand on se voit changer, enfin, on se voit pas changer quand on est dedans, on voit pas vraiment. C'est le retour des autres. C'est ça. Les retours des autres, des personnes qui nous reprochent des choses à nous personnellement, mais aussi tout ce qui se dit autour
mais qui nous touchent pas, enfin qui sont, comment m'expliquer? Oui, c'est ce que je dis tout à l'heure, c'est le fait oh là là, je me sens grosse, alors que la personne elle est pas grosse du tout. Du coup nous on l'interprète et on se dit oh là là, mais je suis extrêmement grosse, je suis pas normale, je vais rater ma vie. Enfin voilà, on peut prendre des proportions, mais c'est assez folle quoi. Jusqu'au moment où trop c'était trop et j'ai fait un revirement de situation et j'ai commencé à me plonger dans les magazines minceurs. Tout se faisait beaucoup par magazine à l'époque, donc c'était il y a plus de 20 ans. Et du coup, là, j'ai fait des régimes et des trucs hallucinants quand j'y repense. Des soupes qui n'avaient aucun goût. Enfin, c'était horrible. C'était vraiment c'était une dure période. Et en fait, j'ai commencé à mettre en place une restriction alimentaire. Et cette période-là, pour moi, la transition entre les deux, elle est extrêmement floue aujourd'hui. Je ne pourrais pas dire vraiment comment mes comportements alimentaires ont changé réellement. C'est-à-dire que je suis passée de... Effectivement, je mangeais des choses très sucrées, très grasses et de manière relativement cachée à je mangeais quasiment plus rien. Je prenais des toutes petites cuillères pour limiter en fait les quantités. Je plaçais ça sous le prétexte de c'est trop mignon les petites cuillères. Et en fait, quand j'y repense, ça me permettait en fait de manger moins tout simplement. Oui, c'était une des stratégies. Et en fait, ce qui a changé, c'est que j'ai une petite voix qui a commencé à grandir dans ma tête. Et c'est comme ça qu'est apparu chez moi, en tout cas, l'anorexie mentale. En tout cas, aujourd'hui, je mets ce terme-là d'anorexie mentale sur la suite de mes troubles de conduite alimentaire. Oui, ce que tu décris, c'est vraiment ce que décrivent généralement les personnes qui vivent cette restriction, qui prend de plus en plus de place. C'est vraiment cette voie de la restriction, ces pensées qui sont obsédantes, harcelantes, voilà, plutôt, qui viennent dire ce qu'il faut faire ou plutôt ne pas faire, enfin, et développer des stratégies, etc., etc. Et oui, tu disais, voilà, c'est assez flou la façon dont ça a basculé d'un extrême à l'autre finalement, mais voilà, en tout cas, il y a eu un moment où ça a basculé. Je me souviens très bien effectivement des deux extrêmes, de je mangeais beaucoup et de manière cachée à je mangeais quasiment plus rien et bien entendu je me dépensais beaucoup physiquement, mais j'imagine que ça s'est pas fait du jour au lendemain et cette transition relativement progressive, même je pense quand même assez rapide, ça je n'ai aucun souvenir aujourd'hui. Et peut-être que ça va revenir parce que plus j'y pense avec le recul, plus j'ai des choses, des bribes qui reviennent, mais ça reste très flou. En même temps que ça, en fait, forcément, comme tu le disais, c'était la période de la puberté. Donc quand même un chamboulement déjà hormonal qui se crée, qui induit derrière un chamboulement morphologique et du corps. Mais en plus derrière, quand on applique au corps des stress comme ça assez importants, qu'on soit en surpoids ou en sous-poids, c'est très stressant pour le corps quand on est en dehors de son poids de santé. Et avec une bascule à chaque fois un peu yo-yo assez rapide. En fait, j'ai commencé à avoir ma ménarche, donc mon début de cycle menstruel, j'étais encore bien portante, mais encore une fois, ça reste très très vague. Je crois que c'était aux alentours de 12-13 ans. Et j'ai eu quelques cycles naturels, et au bout d'un moment, plus rien. Plus de règles, plus de saignements. Et donc ça a duré jusqu'à ce que forcément moi petite fille je ne comprenais pas ce qui se passait ou ce qui ne se passait plus justement et ma maman pareil puisqu'à l'époque comme encore aujourd'hui on connaît encore très très peu quand même le fonctionnement de notre cycle je me rends compte quand même au fur et à mesure que je rencontre des personnes qu'on connaît très très mal notre cycle. Et donc du coup ma maman me dit on va aller voir une gynécologue et c'est comme ça qu'est apparue ma visite chez le gynécologue et qui m'a prescrit une pilule contraceptive pour pouvoir, soi-disant, remettre de l'ordre dans tout ça. Voilà. Chose qui a complètement fonctionné parce que quand on apporte au corps des hormones de synthèse, le cycle naturel s'arrête et on saigne. Enfin, en tout cas, quand c'est une pilule combinée et qu'on a l'alternance des deux hormones. Donc j'ai mes saignements qui sont réapparus. Donc cette période d'absence de saignements et donc d'aménorrhée n'a jamais été réellement un problème, en tout cas vu tel quel, parce que je saignais. Et que ne connaissant ni son cycle, ni comment fonctionne la pilule contraceptive, parce qu'on ne l'explique pas réellement, je suis restée des années et des années sous pilule, pendant lesquelles, est-ce que j'étais encore sous aménorrhée ou pas ? Incapable de le savoir. Mystère. Oui, et ce que j'entends, c'est que ton comportement alimentaire, il n'a pas du tout été interrogé.
Et les adultes autour de toi ne se rendaient pas compte, parce que tu as dû perdre du poids, mais c'était plutôt valorisé du coup. Comment ça se passait ? Alors, j'ai eu une période effectivement où j'ai perdu du poids et c'était très très valorisé. Et puis moi, je me sentais forcément très bien. Donc du coup, on rebascule dans un cercle plutôt vertueux, mais finalement très vicieux. Jusqu'au moment quand même aussi, il y a une inquiétude qui s'est développée. Les mêmes personnes qui me reprochaient ma prise de poids fut un temps ont eu peur derrière de cette perte de poids assez importante qui finalement s'accélérait de plus en plus, que moi je voyais de moins en moins également. J'étais jamais assez maigre. Et donc j'ai eu quand même une visite chez le médecin, mon médecin généraliste de l'époque, qui m'a pesé et qui m'a dit « Soit tu prends du poids, là, dans les prochaines semaines, soit je t'hospitalise. » Et là, ça a été le déclic. Là, le terme d'hospitalisation, sachant que j'ai toujours détesté l'odeur des médecins et les choses comme ça m'a provoqué un déclic et j'ai accepté de prendre ce qui m'avait prescrit, à savoir des boissons hyper protéinées. Oui. Et donc, j'ai entamé une reprise de poids, mais j'ai envie de dire une reprise de poids numérique et malsaine, mais il n'y avait pas derrière ce travail d'acceptation, de deuil, En fait, on n'a jamais vraiment dit que j'étais anorexique, ni rien. C'est moi qui me suis toujours un peu auto-diagnostiquée. Je savais que j'avais des soucis avec l'alimentation, clairement, mais j'ai aussi vécu dans un entourage où le poids et l'alimentation étaient toujours un sujet. Toujours. Donc en fait, pour moi, ça a toujours été normal de s'inquiéter de son poids, de son alimentation, mais en même temps un mal-être, parce que je le voyais sur moi que c'était profondément stressant, et puis je le voyais sur les personnes autour de moi qui avaient ce même attrait du contrôle de l'alimentation, de certains aliments interdits, parce que trop gras, parce que trop sucrés. Donc pour moi, j'étais dans la norme, dans ma normalité, dans mon référentiel. Oui, ce que j'entends, c'est que même si le comportement restrictif, de surveiller en tout cas, était plutôt valorisé, il y a eu ce moment où ça a dérapé et où là, ça ne devenait plus acceptable pour rester en bonne santé. Il y a eu cette consultation chez le médecin. Mais malgré tout, voilà, tu as repris le minimum de poids que le médecin avait demandé pour pas aller à l'hôpital. Et puis, voilà, tu as pu continuer à vivre de cette façon normale, entre guillemets, autour d'une surveillance, restriction, pour la suite, quoi. Absolument, j'ai repris mon poids, je me suis aussi réautorisé des aliments que j'avais totalement bannis. Et pour faire que cette reprise de poids soit acceptable pour moi, c'est là où j'ai quand même commencé à intensifier mes dépenses énergétiques et ma découverte de l'activité sportive. Alors, j'ai toujours été une grosse danseuse, dans le sens où j'ai beaucoup fait de danse pendant toutes ces années. Et c'est même un peu ce qui m'a sauvée, parce que en fait, je me suis toujours ressentie différente quand j'étais en train de danser, comme si je laissais exprimer une autre Alexandra et que j'avais plus du tout cette problématique avec mon corps, qu'il soit trop gros, trop maigre ou peu importe. Donc heureusement que j'ai eu cette danse, sauf qu'à partir du moment où j'ai commencé à reprendre du poids pour ma santé, là j'y ai mis quand même une notion de sport bien différente, comme si je voulais compenser quelque chose ou façonner mon corps à ma manière malgré cette prise de poids. Et oui, garder le contrôle finalement. Exactement, en fait j'ai juste translaté cet hyper contrôle et cette hyper maîtrise de mon corps en lâchant un peu prise sur l'alimentation, mais en venant compenser par d'autres choses. Oui. Tu disais tout à l'heure que si on en revient au cycle, la santé de la femme et ce qui t'a amené à réfléchir sur ces questions, voilà, pendant X années, la pilule, un cycle artificiel finalement, sans trop savoir ce qui se passe dans la réalité de ton corps. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé derrière un arrêt de pilule, j'imagine ? Oui, alors il s'est passé déjà de nombreuses années, puisque là on parle plus d'adolescente, on parle vraiment de jeunes adultes. C'est là où voilà, j'ai continué mes études, etc. Et j'avais toujours un œil sur mon alimentation. Bien entendu, j'étais pas forcément sous régime, mais j'avais quand même des aliments qui étaient interdits, mais que je m'autorisais parfois, mais avec de la culpabilité, bien entendu. En tout cas, j'avais aussi cette présence du sport qui était très intense, malgré tout. Donc un stress quand même assez important pour le corps, hormis le stress de la vie de manière générale. Et donc j'avais des saignements qui arrivaient, des faux saignements. Sauf qu'au fur et à mesure, j'ai quand même eu des moments pendant ma prise de pilule où je n'avais plus de saignements, malgré la prise de la pilule. Donc c'est arrivé sur plusieurs mois et puis ça c'est revenu. Et ensuite, c'est reparti. Et jusqu'au moment où là, je me suis dit, même sous pilule, j'ai encore un cycle qui déraille. C'est pas normal. Donc de toute façon,
moi, j'ai plus envie de prendre de pilules parce que entre-temps, j'avais aussi repris mes études de naturopathe. Donc forcément, j'avais une connexion avec le naturel qui commençait grandement à se développer et ça devenait pour moi quelque chose d'antinomique avec ma vision de la santé que de continuer à prendre un médicament tous les jours pour finalement ne même pas avoir de cycle régulier en fait. Donc j'ai décidé de l'arrêter assez brutalement. J'ai fini ma plaquette et j'ai arrêté. Et là, patatras, pas de cycle, enfin pas de saignement, rien du tout. Donc j'ai attendu, toujours rien, pas un seul signe d'ovulation, quoi que ce soit. Moi qui avais, quand j'étais plus jeune, avant ma ménarche, pas mal de pertes vaginales, donc déjà j'avais quand même un cycle qui commençait à se réveiller assez tôt. Même pas là c'était complètement off. Donc j'ai quand même décidé d'aller consulter une gynécologue qui m'a dit « Oh, vous avez arrêté la pilule, ok, très bien, comment vous faites maintenant ?» Donc je lui ai expliqué. Et puis je lui ai expliqué le fait que de toute façon, je ne saignais même plus sous pilule. Et elle m'a répondu « Ça peut être explicable parce que au bout d'un moment, effectivement, la prise d'hormones de synthèse peut amener à ce que l'endomètre ne se développe plus suffisamment. Et comme c'est l'endomètre que l'on évacue pendant les saignements, s'il n'y a plus d'endomètre, en fait, il n'y a plus de raison de saigner. » Bon, c'est un peu ce qu'elle m'a dit. Ouais. À cela a suivi la question que j'ai souvent entendue aussi auprès des médecins et que j'entends encore souvent au travers de mes clientes. Mais madame, vous voulez être enceinte ? Non, pas de projet de grossesse. Bien, quand vous aurez un projet de grossesse, vous viendrez me voir, je vous donnerai une pilule pour ovuler et puis tout ira bien. Ah, voilà. Oui, sans questionnement sur ce qui se passe au fond du problème, quoi. Exactement. Donc je suis repartie de cette séance avec le gynécologue en me disant tout va bien, finalement ça peut être un souci pour la professionnelle de la santé. Moi je prends plus de pilules, elle m'a pas engueulée, donc tout va bien. Je continue et puis on verra. Et puis à cette époque-là, encore une fois, ne pas avoir mes règles, c'était pas très grave. J'avais pas encore, bien que je développais ma connaissance de la santé naturelle de mon corps, je n'avais pas encore cette prise de conscience sur l'importance du bon fonctionnement du cycle menstruel et que le cycle menstruel était le reflet et le miroir de la santé féminine. Donc pour moi, ne pas avoir de saignement, au contraire, ça m'arrangeait. C'est plutôt je n'avais pratique, pas mal tous les mois, comme beaucoup de femmes se plaignent. Je ne saignais pas, je pouvais continuer à faire mon sport, tranquille. Donc en plein déni. Cette période-là s'est poursuivie quelques temps jusqu'à ce que je développe encore plus de connaissances, que je rencontre ces fameuses clientes qui me font un effet boomerang sur mon histoire. Et là, je me dis... Il y a un problème, c'est pas normal. Et puis avec ma posture, je me sentais encore moins légitime et pas du tout à l'aise à prôner la santé, alors que moi-même, je prenais conscience que de ne pas avoir de cycle, c'était un signe de mauvaise santé. Donc c'est là où j'ai commencé à sortir du déni et à commencer à me mettre en selle. Tout simplement pour essayer de comprendre par moi-même, parce qu'aujourd'hui c'est assez compliqué d'avoir des personnes qui nous diagnostiquent le pourquoi du comment de l'aménorrhée, parce que l'aménorrhée, finalement, l'absence d'alignement, c'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a plein de causes derrière qui sont possibles engendrant cette absence de saignement, et donc pour savoir comment retrouver son cycle, il faut savoir pourquoi on l'a plus, ou pourquoi on ne saigne plus. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai entamé ce parcours de ma reconnexion au cycle, et ça a fonctionné. Au bout de quelques temps, ça a fonctionné. Je n'avais pas beaucoup d'espoir parce que je me suis dit finalement, ça se trouve, je suis en aménorrhée depuis tout le temps. Finalement, depuis le début où j'ai pris ma pilule, la pilule a juste masqué, donc ça fait plus de 10 ans que mon cycle dort, voire peut-être est mort. J'avais cette peur. Et le jour où j'ai récupéré mes règles, c'est ça pour moi, c'était je ne savais pas si c'était réversible ou non. Peu importe projet grossesse ou pas projet grossesse, à ce stade-là, je savais qu'il fallait que j'aie mon cycle pour ma santé en fait, parce que derrière aussi les absences d'hormones peuvent engendrer d'autres troubles de santé, comme l'ostéopénie, l'ostéoporose, les troubles cardiovasculaires, enfin voilà, un vieillissement prématuré tout simplement. Quand on a 25 ans, on n'a pas trop envie d'avoir un corps d'une femme de 50 ans. Ne pas saigner, c'était aussi se sentir petite fille ou femme âgée, psychologiquement. Et donc,
En termes de posture de femme, c'est compliqué d'assumer d'être une femme dans sa vie de tous les jours, dans son discours, dans son attitude avec les autres, quand on n'a pas son cycle, en fait. C'est ça qui m'a posé le plus de problèmes. Oui, quand il y a ce manque, ce que j'entends, c'est comme si te manquait une part de toi, une part féminine de toi, en fait, qui ne s'exprimait plus, qui était en dormance, voire complètement éteinte, tu n'en savais rien. Et oui, je comprends. Et alors, qu'est-ce qui t'a mis sur la piste du comportement alimentaire ? Est-ce que tu peux nous raconter peut-être les étapes en fait qui ont permis de comprendre ce qui se passait pour toi ? En fait, quand j'ai décidé de vraiment passer à l'action pour retrouver mon cycle, je suis retournée voir des gynécologues et des médecins, enfin d'abord des médecins, pour essayer vraiment d'insister sur le fait qu'il fallait qu'ils explorent. Et donc j'ai fait différentes explorations médicales, des prises de sang, des IRM, des échographies pour voir s'il n'y a pas un dysfonctionnement organique, une tumeur ou des choses comme ça. Il s'est avéré que mon aménorrhée a été diagnostiquée comme étant une aménorrhée hypothalamique fonctionnelle. Donc en gros, c'est le cerveau qui bloque le signal. En fait, il faut savoir que le cycle menstruel commence dans le cerveau. C'est notre hypothalamus puis notre hypophyse, c'est deux glandes qu'on a dans notre cerveau qui engendrent la cascade hormonale. Donc il y a vraiment une autoroute cerveau-ovaire. Et il s'avère que moi, tout fonctionnait bien en haut, tout fonctionnait bien en bas. Mais par contre, l'autoroute était coupée. Ça circulait plus, là, le message. Donc, j'avais pas de tumeur au niveau du cerveau. Je n'avais rien qui dysfonctionnait au niveau des ovaires, de l'utérus, du vagin. Par contre, le cerveau n'envoyait pas de signal à mes ovaires. Donc là, ça m'a rassurée en me disant peut-être que c'est pas irréversible, puisque finalement, dans mon corps, tout va bien. Par contre, il n'y a pas de communication. C'est comme dans un couple, quand il n'y a pas de communication, c'est pas bon. C'est ça. Et même dans la vie de manière générale. Ben oui. Et donc, généralement, en fait, ce genre d'aménorrhée hypothalamique fonctionnelle sont liées à des notions d'hyper-contrôle, d'hyper-maîtrise. En fait, le cerveau, il est bien trop occupé à autre chose, à s'occuper d'un stress qui soit physiologique dû à des carences, par exemple, soit d'ordre psychologique, parce que toujours dans la performance, la productivité, le contrôle, l'hyper-contrôle, tout surveiller, etc. Et donc, le cerveau voulant et préférant notre survie plutôt que de nous reproduire, en fait, il chante complètement le cycle reproducteur, qui est pour lui totalement secondaire. C'est ça. Donc finalement, pour retrouver mon cycle, j'en ai déduit qu'il fallait d'abord que je m'occupe de mon cerveau. Et de ma santé psychologique. Et de cette notion d'hyper-contrôle. Et dans quel axe de ma vie, dans quelle sphère de ma vie, j'appliquais ce contrôle, enfin cet hyper-contrôle. Et il s'avère dans beaucoup de choses, y compris encore l'alimentation. Et oui. Parce que même si je mangeais avec plus de plaisir et que je me sentais libérée de mon alimentation, il s'avère qu'entre-temps, j'ai tout de même repris des études en naturopathie, pour lesquelles on a quand même un chapitre assez conséquent sur ce qu'on appelle l'hygiène alimentaire et tous les principes hygiénistes, avec parfois des restrictions, des notions de jeûne, etc. Et donc, finalement, sur un terrain assez fragile comme le mien, il y a des choses que j'ai un peu trop intégrées, on va dire. Oui. Entre-temps, j'ai aussi découvert d'autres types de régimes alimentaires de type végétalien, par exemple, qui à l'époque, quand je l'ai fait, c'était vraiment pas du tout pour une notion de restriction alimentaire, c'était pour d'autres types de raisons. Mais en fait, j'ai compris aussi avec le recul que c'était quand même un petit peu encore un stratagème de mon cerveau pour amener du contrôle et pour éradiquer de manière assez rationnelle, cette fois-ci explicable, certains aliments dits malsain pour la santé. Donc en fait, j'ai développé, je pense, au fur et à mesure, une orthorexie. Mais oui, ce qui est assez logique finalement dans l'évolution du trouble, en lien avec ta reprise d'études, enfin ce qui venait se mettre pour... j'aime bien comme tu dis, enfin tu le dis pas comme ça, mais comme d'être comme une excuse en fait, pour la part de toi qui veut restreindre et contrôler finalement. Ah bah tiens, ça tombe bien, le jeûne, c'est intéressant pour la santé. Ah bah tiens, ça tombe bien, si je deviens végétalienne, je vais pouvoir éviter de manger tel et tel aliment. Alors bien sûr, c'est pas conscient. T'étais pas en train de te dire ça tombe bien, mais en fait cette voix-là, cette part-là dont tu nous parlais tout à l'heure, alors là c'est du pain béni quoi. Elle s'en saisit à bras le corps. C'est ça. En fait cette voix ne m'a jamais quittée et a pris différentes formes. Et essayer d'être la plus sinueuse au fur et à mesure.
Mais oui. Donc tout a été un peu finalement un prétexte pour garder ce contrôle sur ma morphologie, sur mon corps, de peur d'être de nouveau la petite grosse vache Oui. qu'on décriait beaucoup quand j'étais plus jeune, en me disant en plus mais je comprends pas, quand t'étais petite, t'étais toute fine, on avait même du mal à te faire prendre du poids. Donc moi j'avais l'impression que être grosse, c'était pas moi, ça devait pas être moi, c'est pas normal, c'est pas comme ça qu'on m'a mise au monde. Donc c'était encore plus compliqué d'accepter. Et en continuant ce cheminement, je me suis aussi rendu compte que le contrôle était dans ma pratique sportive et qu'il y a beaucoup de choses que je faisais pas par plaisir de sport, mais pour façonner un corps, en fait, ou pour venir compenser une trop grande prise alimentaire que je considérais en tout cas trop grande. Oui. Il fallait que j'y amène un déficit quelque part pour compenser. C'est ça. Donc après, il y a en prendre conscience, ça c'est une grande partie. C'est d'essayer de mettre de côté, enfin de vraiment de prendre conscience des prétextes, et après il y a au fur et à mesure de s'en détacher, de s'en libérer réellement sans culpabiliser. Et donc ça c'est un chemin que j'ai emprunté il y a quelques petites années, mais vraiment petites années maintenant, et je sais qu'aujourd'hui c'est beaucoup mieux, mais c'est encore quelque chose de fragile. C'est ce qui m'amène aussi derrière, dans ma manière d'accompagner mes clientes, à être extrêmement vigilante, parce que j'ai souvent en face de moi des personnes qui ont un terrain fragile comme le mien, et donc je sais à quel point on peut très vite basculer ou développer des pseudo-prétextes pour se faire du bien, pour faire du bien à sa santé. Mais pour moi, j'ai compris aussi que la santé, c'était pas que physique, c'était mental, c'était psychique, c'était psychologique. Et que le corps, en fait, il savait rester en bonne santé à condition qu'il se sente en équilibre, en fait. C'est pas en appliquant des interdictions, des frustrations et une contrôle et une hypermaîtrise constante qu'on allait pouvoir aider notre corps à trouver son juste équilibre. Oui. Et tu disais tout à l'heure que du contrôle, il y en avait dans plein de choses dans ta vie. Il y avait ce contrôle sur l'alimentation, sur la pratique sportive, peut-être, je crois que tu l'as évoqué, sur le fait d'être la bonne élève, enfin de reprendre bien les études, de faire les choses comme il faut. C'était vraiment quelque chose de global que tu as travaillé là aussi sur ce thème du contrôle. Oui, et c'est pour ça que je dis que ça reste un travail constant, parce que c'est très simple de rebasculer. Et puis je pense que je reste une personne assez... J'aime bien maîtriser, et en même temps c'est très compliqué parce que j'apprécie aussi beaucoup cette notion de liberté, d'opportunité, des choses un peu qui m'arrivent sans que je l'ai prévu. Mais quoi qu'il arrive, la notion de maîtrise en fait me rassure. Donc aujourd'hui, je travaille plus sur mes éventuelles craintes dans ma vie, ce qui me fait peur, parce que je sais que je développe du contrôle pour rassurer cette peur-là. Donc finalement, c'est peut-être pas tant le contrôle que je dois travailler, mais c'est plutôt mes peurs. Et naturellement, je mettrai moins de maîtrise et de contrôle dans ma vie. Mais oui, c'est logique. C'est logique. Voilà. Ouais. C'est des choses qui me viennent au fur et à mesure de mes rencontres, de mes réflexions et de mes expérimentations, parce que parfois, je me force à me dire « Non, Alexandra, ça, c'est mieux pour toi. Pense pas à faire telle et telle séance de sport. Pense pas à manger comme ça, etc. » T'as peur de grossir, t'as peur de ressembler à ce à quoi tu ne voulais pas ressembler. Teste, fais, tu verras. Et puis en fait, il s'avère que rien ne se passe en fait. Mais oui. Non. Et oui, c'est là que j'entends le travail sur la peur, et en même temps en te disant allez, tu vas voir, ça va aller. Enfin, dans quelque chose comme ça, de te pousser un peu, mais aussi j'entends dans de l'auto-bienveillance, enfin dans se prendre par la main soi-même. Enfin, j'étais avec cette image-là. Et puis ce que tu dis aussi, c'est que tu as développé vraiment une part de toi qui peut observer et être vigilante, même si peut-être tu te fais encore avoir, mais qui peut regarder avec un petit pas de côté et dire attends là, est-ce que c'est pas encore un prétexte qui est en train de se mettre en place, ou voilà, et que à ce moment de ton travail là-dessus, il y a besoin encore de mettre cette vigilance, d'être attentive en fait, et que cette attention, peut-être elle aura besoin d'être maintenue un certain temps, mais n'empêche qu'il y a vraiment cette possibilité de faire ce pas de côté et d'observer. C'est exactement ça. En fait, je pense que la grande différence entre avant et maintenant, c'est qu'avant il y avait une voix dans ma tête, maintenant elles sont deux. Il y a cette voix de la bienveillance et de la vigilance qui vient essayer d'analyser la situation et de trouver tout ce qui pourrait être prétexte A.
Et parfois, c'est tellement sinueux que je suis très contente qu'elle soit présente parce qu'elle me redonne un peu de clairvoyance. Et donc, du coup, moi, je suis un peu entre les deux et je prends mes décisions. Parfois, c'est plus d'un côté, parfois plus de l'autre. Mais voilà, j'essaie de trouver mon équilibre de cette manière-là. C'est ça. Et tu vois, moi, je parle souvent aux personnes que j'accompagne de comment muscler cette part-là, plus qu'est en train de résonner, tu vois, il y a cette part restrictive, harcelante, qui prend beaucoup de place, surtout au début du processus. Et du coup, notre travail, il est aussi de rassurer, de muscler, de faire progresser en intensité cette voix plus bienveillante, plus observatrice, qui va tempérer les ardeurs, finalement, de cette voix harcelante. Et alors, question cycle, où en es-tu aujourd'hui? Comment ça se passe? Alors, question cycle, j'ai une petite anecdote assez rigolote, en tout cas moi qui me touche énormément. Pendant quelques années, j'ai vécu en région nord quand j'étais salariée. Et je me sentais vraiment pas bien, je rêvais de nature, de campagne, de rythme plus lent, et donc c'était impossible pour moi de continuer à évoluer dans ce cadre-là. Mais bon voilà, les planètes n'étaient pas complètement alignées, mon conjoint n'était pas forcément prêt. Et finalement, nos pensées ont évolué, on a commencé à réellement se mettre en marche pour changer de région. Et donc, c'est pendant cette période-là également que moi, j'ai essayé de travailler sur cette notion de cycle, de contrôle, etc. Et le jour où on a signé chez le notaire et qu'on a récupéré les clés de la maison, 3 jours plus tard, j'avais mes règles. Et en fait, je me suis dit que c'était le signe du lâcher-prise total. Je quittais en fait, parce que à ce moment-là, c'est-à-dire que je quittais aussi mon salariat complètement, que je me mettais complètement à mon compte, qu'on changeait complètement de vie. On passait d'un appartement à la ville à une maison en pleine campagne, et avec des travaux, donc plein de challenges également à relever, mais comme une sorte de libération. Et pour le coup, là, la barrière de l'hyper-contrôle se levait complètement parce que je sautais dans le vide en fait. Mais oui. Et donc, je me suis dit, mais en fait, c'est tellement le reflet de ce qui se passe que ça y est, mon cerveau, il a lui aussi levé la barrière. Il a laissé le signal arriver jusqu'aux ovaires et ça s'est remis en marche. Donc, j'ai récupéré à ce moment-là, en fait, mon cycle. Par contre, c'est là où je prends tellement conscience que le cycle, c'est le miroir et le reflet de la santé parce qu'il est très sensible. Il va se passer quelque chose dans mon alimentation, dans ma vie, que je peux retrouver un état d'aménorrhée de quelques mois et je récupère mon cycle une fois que j'ai remis en place ce lâcher prise ou que j'ai remis de la liberté dans mon alimentation, que je me suis dit moins dépensée. Voilà, je sais que j'ai un corps et un mental très fragile sur ça et mon cycle en est rapidement répercuté. Et forte de ce constat-là, je me dis, je me fie à lui pour savoir si je suis en équilibre ou pas. Et s'il se passe trop longtemps entre 2 cycles, c'est que potentiellement là j'avais un déséquilibre quelque part, que peut-être c'était une voie qui était un peu plus importante que l'autre. Oui. C'est un bon indice finalement. Hein. Tu sais, j'étais avec l'image, ça tient qu'à un fil ou quelque chose comme ça, et qu'il suffit qu'il y ait quelque chose qui se déséquilibre un petit peu, et voilà. C'est le signal. Et de quelle façon tu as travaillé sur à la fois l'alimentation, la renutrition peut-être, et le sport? Alors, tu en es où aussi à ce niveau-là, rapport au sport ou au mouvement? Le rapport, j'ai commencé à enlever le terme sport dans ma vie et que pour moi, faire du sport, c'est pas synonyme d'être en bonne santé. Pour moi, le corps, il a besoin de se mouvoir. Certes tous les jours, mais de manière différente et avec des intensités différentes en fonction de l'état dans lequel on se sent. Et donc, au tout départ de mon processus, en fait, ce que j'ai mis en place, c'est qu'avant chaque séance de sport, sachant qu'avant, je planifiais mes séances à la semaine, le lundi c'était ça, le mardi c'était ça, et je planifiais ça le dimanche pour toute la semaine. Tout était planifié, voilà. Il n'y avait pas la moindre faille pour que mon état du moment vienne influencer mon planning sportif. Et donc, du coup, c'est ça que j'ai remis en cause. Voilà, j'avais pas le choix. Je me sentais bien, pas bien, peu importe, c'est prévu, je le faisais. Et après, l'effet des endorphines post-séance sportive permettent de se sentir bien quoi qu'il arrive. Donc, on se voile davantage la face. Donc, ce que j'ai commencé à mettre en place, je me suis dit, je vais pas arrêter de faire du sport parce que ça va être trop brutal pour moi. Et j'ai quand même développé ce besoin de bouger mon corps assez fréquemment. Je me suis juste dit qu'en fait, le problème, c'est que je faisais des choses qui n'étaient pas en accord avec mon état du moment. Donc, ce que j'ai mis en place, c'est qu'avant chaque dite séance de sport, je me faisais une petite méditation de 5-10 minutes de scan corporel, de manière à avoir cette prise de conscience de mon état physique du moment.
Est-ce que j'ai mal quelque part? Est-ce que je suis fatiguée? Etc. Et donc du coup, à la fin de cette méditation, là je me disais comment j'ai envie de bouger. Et j'avais pas planifié ma séance avant. Parfois c'était d'une course à pied, parfois c'était une séance de musculation, parfois c'était juste des étirements, parfois c'était du pilates, parfois c'est du yoga. Ce qui fait que du coup j'ai apporté cette variété de mouvements dans ma vie. Donc forcément j'ai eu un travail beaucoup plus complet et aussi un relâchement de mon corps quand il en avait besoin, quand je ressentais le besoin. Et mentalement, pareil, c'était un lâcher-prise parce que je ne planifiais plus rien à l'avance. Oui, c'est vraiment de développer de la flexibilité en lien avec les besoins de ton corps à ce moment-là. Et que si c'est un besoin de rien, est-ce que c'était possible quand même ? Ça dépend ce qu'on appelle rien. Quand on était une addict au sport, le rien, ça peut être des étirements. Mais quelqu'un qui n'est pas sportif, le rien, c'est rien du tout. Non, ça pouvait être par contre de la marche, parce que j'ai besoin de sortir, de m'oxygéner. Donc oui, maintenant, c'est largement possible que, en fait, mon mouvement dans ma journée, ce soit une bonne marche au bord de la mer. Mais je considère que ça, c'est mon sport, que c'est mon mouvement, que mon corps, il a besoin de ça, pas plus. À ce moment-là, en tout cas. Oui, c'est ça. Et au niveau de ton alimentation, cette même flexibilité a pu se développer ? Oui, alors cette flexibilité, elle s'est développée. Alors j'ai commencé surtout, la chose qui a vraiment changé quand j'ai souhaité vraiment reconquérir mon cycle au tout début, c'était que je faisais le jeûne intermittent. Et au départ, pour une raison de santé, puis après, en fait, je n'avais vraiment plus faim du tout le matin. Mais oui. En fait, j'avais complètement, j'avais plus de signaux de faim. Et donc là, je me suis rendu compte que certes, c'était bien d'avoir un repos digestif, mais que pour certaines personnes comme moi, par exemple, à ce moment-là de ma vie, c'était plutôt un stress que j'appliquais à mon corps que ces grandes fenêtres de non-prise alimentaire. Donc en fait, je me suis forcée à réintégrer des mini-collations le matin, en me disant, même si c'est rien, même si c'est juste un yaourt, un petit morceau de pain avec un peu d'amande ou peu importe, il faut que mon corps, il comprenne, que mon cerveau comprenne que je ne souhaite pas le stresser, de manière à ce qu'il puisse lever la barrière, en fait. C'est ça. Il fallait que je le rassure. Ouais. Et donc, j'ai commencé à faire ces mini-collations le matin, tout en gardant après mes repas habituels, à ma faim, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que je redéveloppais au fur et à mesure une petite faim le matin. Donc voilà, j'ai commencé à remanger vraiment sans me forcer. Donc cette régularité des repas, en fait, ça a été ce qui a beaucoup changé. Et ensuite, c'est des aliments, en fait, que j'ai réintégrés parce que j'étais plus à l'écoute de mes espèces d'envies pulsionnelles. En fait, fut un temps, comme j'étais devenue végétalienne, donc ça faisait un petit moment que je mangeais plus de poisson, de viande, etc. Moi, la viande, ça n'a jamais été un souci parce que je n'ai jamais été une mangeuse de viande, de toute façon. Mais ce qui commençait, en fait, à me manquer, je commençais à avoir des images d'œufs et de saumon. Et bon, pendant un petit moment, je me suis beaucoup interdit ça en me disant oui, mais de manière éthique, environnementale, c'est vraiment pas bien, etc. Et puis bon, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens qui savent maintenant que je suis végétalienne? Ils vont dire vraiment que je fais le yo-yo, que je change toujours d'avis. Donc il y a cette image-là aussi où j'ai dû lâcher prise sur l'image que je renvoyais et mes convictions. Et donc du coup, j'ai réintégré de manière irrégulière et ponctuelle des aliments de cette sorte-là. Pour encore une fois en fait répondre à mes besoins du corps en fait. Et aujourd'hui c'est toujours le cas. Par contre je ne suis pas du tout dans une consommation régulière parce que derrière c'est aussi des convictions éthiques et environnementales. Je ne souhaite absolument pas être dans l'excès de poisson avec la surpêche, etc. Donc derrière j'essaie de jongler entre mes valeurs éthiques, environnementales et mes besoins et ma santé. De ton corps. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Oui. Et oui, je suis avec ce que tu disais, de rassurer finalement le corps et le cerveau, et de recréer cette autoroute justement avec ces prises alimentaires régulières où du coup ça enlève ce stress de devoir finalement lutter contre les besoins nutritionnels du corps et du coup voilà, de remettre cette confiance-là, de remettre cette régularité et d'enlever tous ces stress finalement. Tu en parlais tout à l'heure, mais de baisser tous ces stress très intenses finalement pour le corps qui s'était concentré sur sa survie en fait. C'est ça. Donc je suis à la chasse de tout ce qui peut me stresser dans mon quotidien de manière générale. Après le stress, je parle d'un stress chronique, encore une fois, je parle pas d'un stress aigu qui motive et au contraire qui est complètement logique, mais je parle d'un stress chronique parce que après effectivement en prenant connaissance du fonctionnement du cycle, puisque après derrière j'ai développé du coup ces connaissances-là qui me servent dans mon métier aujourd'hui. Il y a notamment une hormone qui est assez antagoniste à la progestérone, qui est une des hormones
du cycle menstruel, c'est le cortisol, cette hormone du stress. Donc ça s'explique très bien qu'en cas d'aménorrhée, notamment aménorrhée hypothalamique comme la mienne, que l'excès de cortisol, l'excès de stress engendre cet excès de cortisol qui derrière perturbe le cycle, quoi qu'il arrive. Et oui. Donc pour moi, je reste vigilante sur ces sources de stress chroniques qui peuvent être physiques et psychologiques. Oui, c'est ça. Je suis vraiment avec cet équilibre qui peut être très précaire entre toutes ces différentes hormones qui communiquent entre elles et que peut-être on n'y aurait pas pensé, mais qu'effectivement le cortisol va venir déséquilibrer les hormones féminines, les hormones du cycle. Et oui, on ne fait pas forcément le lien tout de suite. Absolument. Tout comme le cholestérol, qui est un précurseur des hormones sexuelles, donc il faut du gras aussi. Ah mais oui, c'est ça. Voilà. Nous en avons besoin aussi pour nos hormones. Absolument. Je suis en train de voir qu'on va bientôt se quitter, Alexandra, mais avant qu'on se quitte, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur tes accompagnements et la façon dont tu soutiens les femmes dans leur santé féminine ? Alors c'est vrai que mon accompagnement prenne différentes formes. Aujourd'hui, c'est de la consultation que je réalise en cabinet ou aussi à distance. Tu es dans quelle région ? Parce que je sais plus, tu es plus en dans le Nord, ça ? Non, en Côte d'Armor en Bretagne. Tu nous as parlé de la mer, et de l'océan. Voilà. Donc voilà, je réalise des consultations, mais aujourd'hui j'ai 2 grands projets. J'en ai effectivement un sur le podcast Éclosion où je dédie une partie des épisodes à des femmes, des jeunes femmes, des femmes qui viennent témoigner de leur aménorrhée. Donc c'est vraiment des épisodes assez courts, assez percutants, dans lesquels même moi je n'interviens pas pour ne pas venir perturber leur témoignage. Donc c'est des épisodes qui sont relativement très bien accueillis et d'ailleurs je profite de cet épisode-là pour les remercier encore une fois de leur prise de parole, parce que c'est pas simple de parler de ça. Et comme il existe un tas d'aménorrhées différentes, comme je disais tout à l'heure, en fait chacune de ces femmes apporte leur pierre à l'édifice quant à leur parcours, la manière dont elles ont vécu ou vivent encore leur aménorrhée et surtout ce qu'elles ont pu mettre en place également. Oui. Et ensuite, en parallèle, le projet sur lequel je travaille, mais je pense que quand on publiera l'épisode, il sera terminé. Ça fait quasiment 1 an que je travaille dessus. C'est tout un programme pour venir accompagner les naturopathes ou autres types de praticiens sur le sujet de l'aménorrhée. Déjà, apprendre à savoir ce que sont les aménorrhées et comment on peut accompagner ces femmes-là qui, comme moi, en fait, se sont retrouvées face à des personnes qui ne connaissaient pas l'aménorrhée ou pour lesquelles c'était absolument pas grave de ne pas avoir de saignement, ou au contraire il y a aussi des médecins qui vont dire oh là là, c'est la fin du monde, c'est incroyable, c'est vite quel danger, et donc là c'est prise d'hormones à foison pour essayer de contrebalancer, mais il y a en tout cas rarement cette étude d'où vient cette aménorrhée et comment sur un travail de terrain et de fond on peut venir rétablir le cycle. Comme j'ai pu le faire, en fait, sur mon cas, en tout cas, qui est qu'un seul type des aménorrhées existantes. Donc voilà, c'est tout un programme que je suis en train de faire sur ce sujet-là, et j'aimerais aussi mettre à disposition ce contenu pour des femmes qui en souffrent aussi, pour qu'elles puissent commencer, un peu comme moi, mais au lieu d'être toutes seules dans leur coin, à comprendre déjà ce qui leur arrive. Et peut-être de se faire accompagner par les bonnes personnes derrière, les bons médecins aussi. J'ai tout un projet, des ambitions sur ce projet-là, donc ça va mûrir au fur et à mesure. Voilà. Oui, en tout cas, il y a des projets, il y a de la matière pour peut-être même les prochaines années, j'entends. C'est ça. Et j'entends aussi combien aujourd'hui ce projet te porte aussi, et combien c'est important pour toi d'en parler comme nous l'avons fait ici aujourd'hui, et voilà, de diffuser le plus d'informations possible sur ce sujet de l'aménorrhée, des aménorrhées. Plutôt, parce que j'apprends ça aussi. Moi, j'y connais pas grand-chose sur ce sujet-là. Bon, je n'ai jamais été touchée par la problématique et je découvre en partie avec toi là tout ce qu'il peut y avoir derrière. Donc oui, vraiment, j'entends combien ça te porte ce projet. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Alexandra, et où est-ce que les personnes peuvent te joindre et échanger avec toi ?
Eh bien, principalement sur mon site internet hygienedevie.fr avec le chiffre 2 sur lequel on va retrouver tous mes contacts, adresse mail, etc. Après, comme tu l'as très bien mentionné, j'ai mon podcast Éclosion qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Et puis après, les réseaux sociaux. Mais disons que si on va sur mon site internet, on devrait trouver tous les autres liens. Tout y est. Voilà. Bon, du coup, nous mettrons bien évidemment le lien dans la description de l'épisode. Et y a-t-il une dernière chose que tu souhaites partager avant que nous nous disions au revoir? Déjà, merci de m'avoir invitée, Anne, sur ton podcast. Je suis vraiment très, très contente d'avoir pu parler de ce sujet. Et je voudrais juste finir par dire que, notamment sur l'aménorrhée, c'est le cas pour d'autres types de maladies ou de troubles, en fait, on n'est jamais seul. Et que parfois, se sentir seul, c'est ce qui nous pèse le plus. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai envie d'en parler et de créer tous ces projets-là autour de l'aménorrhée pour déjà, en fait, ne plus se sentir seul, ne plus sortir anormal ou en marge de la société. Et ça nous donne, en fait, l'envie derrière d'agir et de passer à l'action et de ne pas rester dans le déni. Oui. Donc voilà, tout simplement. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Merci beaucoup Alexandra. Et puis je te dis peut-être à bientôt pour une prochaine conversation. Merci Anne, à bientôt. À bientôt à tous et toutes, peut-être surtout toutes aujourd'hui qui nous avez écoutés. Et puis merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir. Et en attendant, prenez bien soin de vous et n'hésitez pas à commenter, noter, etc. Vous connaissez, mais n'oubliez pas de le faire. À très bientôt.